Entendez? Merci d'être là à ce deuxième colloque de l'ITMO Santé publique de l'Alliance des sciences de la vie et de la santé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Paul Moati, je suis professeur d'économie de la santé à l'Université d'Aix-Marseille et directeur de l'ISP. Vous savez, pour ceux qui y étaient, on avait fait le premier colloque l'an dernier sur le thème des déterminants sociaux de la santé et j'ai la faiblesse de penser que certains des messages qui étaient ressortis de ce colloque ont été entendus, en tout cas si j'en juge par le contenu de la stratégie nationale de santé qui a été présentée par la ministre il y a quelques semaines. Et d'ailleurs, nous continuons dans cette voie puisque vous savez sans doute qu'avec l'IRESP, donc le GIS que je dirige également, qui associe Avicen avec les décideurs et financeurs de la santé publique et de la protection sociale, nous avons un appel à projet pour promouvoir la recherche en prévention primaire dont la date limite est courant janvier, je crois, hein, Rodolphe, et auquel évidemment vous êtes incités à répondre le plus massivement possible. Mais cette année, on a choisi au contraire un thème qui est, disons, beaucoup plus dans le dialogue entre nos disciplines de santé publique et de sciences sociales avec la recherche et l'innovation biomédicale. Je pense qu'on pourrait nous accuser d'opportunisme puisque ceux qui ont lu les appels à projets du programme Horizon 2020 de l'Europe savent que ce thème de la médecine personnalisée est, avec le thème du vieillissement, l'un des deux axes prioritaires du défi santé-bien-être qui structure les appels d'offres européens des années à venir et donc aussi les appels d'offres français. Mais je peux témoigner que lorsque le comité d'experts de l'ITMO, et en particulier Anne Cambon-Thomsen, Florence Demenay, Laurent Vidal, qui chacun présideront une séance aujourd'hui, ont proposé ce thème, on ne savait pas encore. Comme quoi, on a des experts qui sont assez prospectifs. Ça, c'est la première chose. Et vous verrez aussi dans les interventions qu'on sera dans un dialogue fructueux, mais aussi sans concession avec nos collègues de biologie et de clinique. Et la deuxième chose que je voudrais dire et qui me fait particulièrement plaisir, c'est que nous allons avoir dans les secondes qui viennent une première, puisque c'est la première fois que dans une manifestation publique, le président directeur général d'Avicen, de l'Alliance des sciences de la vie et de la santé, André Sirota, et le président de notre alliance sœur en sciences sociales, l'Alliance Athéna, le professeur Jean-Émile Gombert, vont intervenir en commun. Et je crois que ça marque bien un des efforts qu'on essaye de faire aujourd'hui à l'ISP, c'est de développer l'interalliance et pour ce qui nous concerne, de renforcer les liens entre la santé publique et les sciences sociales en général pour les applications à la santé. Et donc, je vous souhaite une bonne journée. Je passe tout de suite la parole à André Sirota. Merci Jean-Paul. Donc je me félicite évidemment de cette réunion aujourd'hui. D'abord le lieu, je crois que c'était très bien choisi, la Bibliothèque nationale, pour effectivement cette première réunion commune entre Avicen et Athéna. En fait, c'est le deuxième colloque de l'ITMO, mais on a dépassé largement maintenant les 100 colloques organisés dans le cadre d'Avicen. On doit en être à 110, quelque chose comme ça, dont d'ailleurs certains ont lieu ici. Oui, donc je crois que ces colloques sont donc un grand succès parce que du fait de la nature des alliances, et d'Avicen en particulier, ils permettent de réunir très facilement des collègues qui viennent, où on ne sait même pas leur affiliation universitaire, hospitalière, le CNRS, l'INRA, l'INSERM, etc. Donc ça, c'est, je crois, le grand avantage de pouvoir organiser au sein d'une alliance. Seulement, il y a aussi des questions qui dépassent, même si, comme vous le savez, Avicen regroupe énormément d'organismes,
outre les universités, les hôpitaux, l'INSERM, le CNRS, l'IRD, l'INRA, l'INRIA, l'Institut Pasteur, le CEA, il y a aussi l'établissement français du sang, l'IRSN, l'Institut Curie, Unicancer, enfin, on peut, l'Institut de recherche biomédicale des armées, je pourrais multiplier les partenaires, les membres associés. Aujourd'hui, d'ailleurs, encore parmi les derniers, l'INERIS sur l'environnement, la Fondation Mérieux, et puis ce que j'avais souhaité côté industriel, c'est-à-dire une alliance de tous les industriels de la santé qui s'appelle l'ARIS, l'Alliance pour la recherche et l'innovation des industries de santé, qui sont tout aussi intéressés par les problèmes qui vont au-delà du médicament, des systèmes médicaux ou de la télémédecine, mais qui vont justement des conséquences que cela peut avoir en termes économiques, évidemment, mais aussi en termes sociétaux, en termes d'acceptation, etc. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième, donc, c'est qu'au-delà d'Avicen, on a aussi des demandes que nous ne pouvons pas, malgré tous ces organismes, on ne peut pas résoudre. On a eu une première demande de ce type dans le cadre qui a fait suite à la conférence sur l'environnement, il y a maintenant pratiquement un an, où on a demandé à Athéna, à Avicen et à l'Envie, l'Alliance sur l'environnement, de dresser le paysage de la recherche et de formuler des demandes pour l'avenir en matière de toxicologie environnementale, de risques environnementaux. Et il est clair que ça dépasse largement, évidemment, le cadre strict d'une alliance. Donc aujourd'hui, on en a un autre exemple avec la médecine personnalisée. La médecine personnalisée, on a l'habitude maintenant, c'est un peu la tarte à la crème, chacun doit parler de la médecine personnalisée et de la recherche translationnelle. On peut dire que c'est les deux mamelles sur lesquelles s'abreuvent tous les organismes, l'Europe, les NIH et le reste. Et évidemment, on est tout ceci résultant du séquençage du génome et des possibilités d'avoir les séquences pour maintenant chaque personne avec des prix réduits et dans des délais très courts. Et le séquençage, ça fera partie, comme aujourd'hui, n'importe quel à l'hôpital, en biochimie à l'hôpital, comme on fera le séquençage, comme on fait aujourd'hui la glycémie, iono et toutes les enzymes hépatiques, tout ça fera partie de la routine. Alors on dit c'est formidable, il y aura des exposés là-dessus, donc on aura les cibles, chacun aura son traitement et on vivra bien mieux et bien plus longtemps. Le problème, et c'est ça l'intérêt de ce colloque aujourd'hui, qui dépasse donc largement les sciences de la vie et de la santé, c'est tous les enjeux de cette médecine personnalisée en termes de santé publique, en termes économiques, parce que c'est une impasse économique, mais enfin vous en discuterez, en matière d'éthique, ça a posé des problèmes évidemment absolument considérables. Les conséquences sociales, la demande, il y a d'ailleurs non seulement dans des pays comme les pays européens, mais aussi les autres pays. J'ai vu une séance sur les relations, les conséquences que ça peut avoir sur les pays du Sud. Donc la notion de risque qui apparaîtra avec cette médecine personnalisée, tous ces enjeux-là, évidemment, dépassent largement la carte génétique et l'attribution d'un gène dès la naissance qui pourra, 80 ans plus tard, donner lieu à un certain type, une certaine forme de maladie d'Alzheimer, une nosologie totalement nouvelle. Tout ceci est très bien, mais je pense que ce colloque aujourd'hui, il est vraiment d'une extrême importance et il faudra qu'on en tienne compte au-delà du simple discours que l'on entend un peu partout
et que les industriels, maintenant, qui étaient un peu réticents au début, parce qu'ils préfèrent évidemment un médicament qui s'applique à une maladie globale, même si on ne sait pas ce qu'elle recouvre, hein, c'est plus simple que de s'adresser à des groupes de seulement quelques centaines de milliers de malades. Mais aujourd'hui, ils ont pris le pli. Mais les conséquences, c'est ça dont vous allez parler aujourd'hui. Et vraiment, je m'en félicite. Merci en tout cas de venir et de participer par ces échanges croisés qui viennent à la fois de la biologie la plus fondamentale et puis des aspects économiques, sociétaux, sociaux, donc des SHS. Je vous en remercie. Merci Jean-Paul, merci André. Doublement merci, puisque je me félicite aussi de cette intervention conjointe, mais André en est responsable, puisque c'est Avicent qui a pris l'initiative de m'inviter à cette tribune pour cette ouverture, et donc doublement merci. Je pense que c'est effectivement une initiative heureuse. C'est une première, et donc Jean-Paul disait tout à l'heure que c'est un galop d'essai. Si on a un succès suffisant, peut-être qu'on pourra reproduire ce type de prestations. Deux mots sur Athéna, sur l'Alliance nationale des sciences humaines et sociales, puisqu'en fait c'est une alliance atypique. Les 4 autres alliances sont des alliances qui sont déterminées, je dirais, par un domaine de recherche. Donc la santé, l'environnement, l'énergie, le numérique. Donc il y a des entrées très claires qui ne sont pas des entrées disciplinaires. Athéna couvre un champ scientifique large, un ensemble de disciplines très large. Hein, parce que dans ce qu'on appelle les SHS, par facilité, j'ai l'impression que ça pourrait être un seul champ. Non, c'est une myriade de disciplines. On y trouve les humanités. Alors, déjà dans les humanités, ça va des arts aux langues, en passant par les lettres, par la philo. Hein. Il y a donc les sciences sociales qui doivent être assez largement représentées ici, hein, géographie, aménagement, ça va jusqu'à l'archéologie et l'histoire en passant par la sociologie. Hein. Les sciences de la cognition qui en quelque sorte sont en train un peu de s'autonomiser dans cet ensemble. Psychologie, sciences cognitives, puis le droit, l'économie, la gestion. Donc on est sur un champ énorme. En fait, c'est en force de recherche en France, ça correspond à peu près au tiers des chercheurs, toutes disciplines confondues. Je suis universitaire et en population étudiante, c'est 52% des étudiants, c'est vraiment un champ tout à fait considérable. Alors, de ce fait, il y a des intersections, je dirais, naturelles entre Athéna et les autres alliances. Bien entendu, les sciences humaines et sociales, je m'autorise à reglobaliser cet ensemble, s'intéresse à l'environnement, s'intéresse à l'énergie, s'intéresse au numérique et évidemment s'intéresse à la santé. Donc il est naturel que nous nous retrouvions régulièrement, on ne l'a pas fait beaucoup jusqu'alors, c'est une première, dans des événements scientifiques. Cette intersection existe quand même, je dirais, dans nos gouvernances, dans le directoire d'Athéna, les 4 autres alliances sont représentées. Quand on regarde les opérateurs de recherche qui sont regroupés dans les alliances, on a beaucoup d'opérateurs de recherche en commun. Vous avez plus de partenaires à Avicent qu'à Athéna, mais tout, sauf la conférence des grandes écoles, tous les autres opérateurs de recherche qui sont dans Athéna sont également dans Avicent.
cette interaction, cette intersection entre nos alliances se manifeste aussi dans nos groupes de travail. On a de nombreux groupes de travail, mais on a des groupes de travail d'intersection avec les alliances. SHS Environnement, SHS Énergie, SHS Numérique et SHS Santé. D'ailleurs, ce groupe de travail SHS Santé est celui qui a produit le premier rapport qui a été produit il y a déjà maintenant plus d'1 an par Athéna. Donc c'est un rapport sur SHS Santé, c'est un rapport qui avait été conduit par Sophie Bijan et Martine Bidgener qui avait piloté ce groupe de travail. Et de façon, je dirais, peut-être aussi prémonitoire par rapport à la thématique de la journée, il y a 3 domaines de recherche en forte évolution qui ont fait un petit peu l'objet d'un focus dans ce rapport. Ces 3 domaines, c'est l'impact des nouvelles technologies, bon, c'est quelque chose d'un petit peu naturel, quel que soit le domaine de recherche. C'est l'application des neurosciences et des sciences cognitives dans le domaine de la santé. Et c'est la génétique et la médecine personnalisée qui étaient déjà identifiées comme étant un de ces domaines en forte évolution sur lesquels les SHS devaient se pencher. Alors je vais vous lire juste un petit passage à ce sujet. Donc, dans le rapport d'Athéna sur SHS et santé, c'est sur la médecine personnalisée dans son acception initiale la plus étroite. C'est la médecine génomique personnalisée, en se développant, ouvre des enjeux qui portent sur la recherche publique, sur les traitements, mais aussi sur l'organisation des soins, par exemple avec la gestion de l'accès aux tissus dans les biobanques, et l'accès et acceptabilité de ces innovations, par exemple sur la question du consentement multiple. Elle pose dans le même temps la question de l'analyse du risque individuel et de la trajectoire de vie qui peut en résulter, les déterminants de l'identité, le risque génétique et le bouleversement des projets de l'individu ou de ses comportements, etc. Donc, dès cette époque, effectivement, il y a toute une quantité d'enjeux, même en restreignant vraiment le concept de médecine personnalisée, on voit bien qu'il y a des impacts qui relèvent des SHS, qui relèvent de la spécialité de beaucoup d'entre vous ici de façon évidente. Alors, bien évidemment, si on élargit le concept de médecine personnalisée, l'élargissement lui-même, en quelque sorte, est d'origine ou de facture sciences humaines et sociales. Donc, une journée importante, une journée qui sera fructueuse, évidemment, en termes de réflexion et en termes peut-être de pistes pour l'avenir. Et j'espère aussi une journée fructueuse pour nouer des liens plus forts entre nos alliances. Merci. Merci beaucoup, Jean-Émile et André. Pendant que Florence et les intervenants de la première session se mettent en place, je voulais juste faire une annonce sur des petits changements dans le programme, parce que malheureusement, c'est toujours un peu le problème quand on planifie des événements longtemps à l'avance. On a 2 collègues étrangers qui ont eu, pour la première, un problème de santé assez grave et pour l'autre, un deuil dans leur famille, qui ont fait qu'ils n'ont pas pu être présents. Et donc, malheureusement, Ruth Chadwick va pas pouvoir être là ce matin et Isaac Cohan non plus. Et donc, je remercie particulièrement Teresa Marteau, qui va donc s'intervertir avec Ruth. Donc ce matin, on aura comme intervention en remplacement de Ruth, on aura déjà Teresa. Ça permettra de bien tenir
parce que le programme est quand même déjà assez lourd. Ça permettra de bien tenir le temps et peut-être de garder d'une mauvaise chose en sortira une bonne. On aura peut-être un tout petit peu plus de temps pour la discussion. Et donc Florence, qui avec Anne et Laurent ont vraiment été à l'origine du concept et du programme de ce colloque. Donc avant de donner la parole aux orateurs, je voudrais faire une petite introduction. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est la médecine personnalisée? La plupart d'entre vous le savent, mais sa définition, on va dire, c'est une nouvelle approche de la médecine qui cherche à intégrer le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies, et c'est focalisé chez les patients de manière individuelle. En fait, c'est un modèle de la médecine qui peut être appelé P4, qui a été appelé la P4 médecine. P pour personnalisé, P pour prédictif, P pour préventive et P pour participative. En effet, cette médecine personnalisée cherche non seulement à améliorer en fait l'état de santé des malades, d'être plus efficace sur le plan des coûts, mais également d'améliorer les relations entre le médecin et le malade et rendre le malade participant au suivi de ses soins et de son état de santé. Donc, comme cela a été dit, la médecine personnalisée, en fait, a émergé en raison du développement de nouvelles technologies, en particulier les technologies de séquençage, au niveau du génome et toutes les méthodes omiques associées, en particulier les études des expressions des gènes, l'épigénomique, les métabolomiques, donc désignées sous le vocable omique, mais également les développements au niveau des nouvelles technologies, en particulier des imageries moléculaires, des développements au niveau mathématique et des développements au niveau informatique, tout cela groupé dans le cadre de la biologie des systèmes. En fait, notre meeting est tout à fait à propos, puisque dans la sortie du 14 novembre 2013 du New England Journal of Medicine, il y a un article de Francis Collins qui dit qu'en fait, cette année, c'est non seulement l'anniversaire, le 60e anniversaire de la description de la structure de l'ADN par Watson et Crick, également le 10e anniversaire de la séquence complète du génome, et récemment, donc, le Food and Drug Administration aux États-Unis a commercialisé, a rendu donc possible l'autorisation de mise sur le marché du séquençage du génome par la technique Illumina MiSeq DX. Donc c'est la première fois qu'il y a une mise sur le marché d'une plateforme de séquençage qui permettra non seulement le développement et l'utilisation à large échelle de tests génomiques. Alors, quelles sont les applications jusqu'à présent de la séquence de ce génome, donc de la médecine personnalisée? C'est essentiellement au niveau du cancer et de la pharmacogénétique. Au niveau du cancer, il y a des initiatives internationales, en particulier l'International Cancer Genome Consortium, ICGC, et TCGA avec les Américains, The Cancer Genome Atlas. Et il y a de nombreux papiers qui sont parus au cours de cet automne, où il y a eu donc des études génomiques au niveau de plusieurs tumeurs, au moins 12 tumeurs, au niveau donc de la séquence, de l'expression des gènes, de l'épigénomique, des activités des micro-ARN et au niveau des protéines. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'il a été mis en évidence qu'en fait, les cancers partageaient des déterminants, des mécanismes communs, et donc les thérapies ciblées récentes qui étaient pour les cibler sur des mutations spécifiques dans des cancers individuels, maintenant il est possible de développer des thérapies qui seront communes à plusieurs cancers. Donc un individu qui ne répond pas à une thérapie spécifique pour son cancer pourra être traité par des thérapies qui ont été développées pour d'autres cancers. En ce qui concerne donc la pharmacogénomique, c'est une autre des applications majeures de cette médecine personnalisée. Il a été montré par les études pangénomiques récentes qu'il a été mis en évidence donc des variants génétiques qui sont responsables de la réponse aux médicaments et en particulier responsables également impliqués dans les effets secondaires. Et il y a des tables maintenant qui ont été des bases de données qui ont été développées où il y a au moins 120 médicaments qui ont été approuvés par le FDA qui présentent donc des informations pharmacogénomiques au niveau des variants génétiques, des anomalies chromosomiques et qui peuvent être utilisées pour mieux cibler les thérapeutiques. Alors, quels sont les défis de cette médecine personnalisée? Il y a des défis scientifiques. Donc, en particulier, il y a un besoin d'intégration. Il y a de nombreuses technologies, donc séquençage, expression épigénomique, interaction entre protéines, text mining de la littérature, mais également l'étude du microbiome qui semble très intéressante.
au niveau, pour les épidémiologistes, l'environnement qui doit atteindre une dimension comme au niveau du génome, on peut parler d'exposome, et bien entendu, de nombreuses informations sur les patients, à la fois cliniques et sur de nombreux phénotypes physiopathologiques et biologiques. Aussi, pour permettre cette intégration, toutes ces données doivent être intégrées dans des bases de données, et il y a des développements informatiques importants, non seulement pour mettre ensemble ces données, mais également pour les analyser, donc des développements mathématiques et informatiques. Donc on évolue vers une approche de biologie des systèmes des maladies. Ceci va nécessiter des liens entre les données cliniques et ces données biologiques, ce qui pose un véritable problème sur le plan de l'éthique, et ce sera discuté, je pense, aujourd'hui. Un problème sur le plan technologique, c'est le problème des big data. Et puis tout ce travail ne peut se faire dans un cadre multidisciplinaire, cette journée va le représenter, à la fois donc en alliant les cliniciens, les biologistes, les généticiens, les épidémiologistes, les mathématiciens, les informaticiens et de nombreuses autres disciplines, bien sûr les sciences sociales. Et donc, quels sont les défis de cette médecine personnalisée? Comme cela a été évoqué, c'est cela qui va être beaucoup discuté aujourd'hui. Il y a des défis sur le plan de l'éthique, parce que c'est pour le bien des patients, et donc il y a des problèmes de confidentialité, enfin des problèmes éthiques majeurs, des problèmes au niveau de la société pour ne pas creuser les inégalités, des problèmes économiques, puisque tout cela coûte cher, même si à terme ça doit être plus efficace sur le plan du coût, et donc modifier les politiques de santé publique. Donc voilà cette introduction. Je vais maintenant passer la parole à Ivo Gut. Ivo a passé longtemps, 10 ans en France. Il était le directeur adjoint du Centre national de génotypage, qui fait partie de l'Institut génomique du CEA, aux côtés de Marc Latrobe. Et il est actuellement le directeur scientifique du Centre national des analyses génomiques à Barcelone, en Espagne. Donc il va vous présenter High Content Genome Analysis in the Age of Personalized Medicine. Merci Ivo. Bonjour, je voudrais remercier les organisateurs de cette conférence de m'avoir invité. C'est un grand plaisir et c'est la première fois que je suis ici dans la Bibliothèque nationale. J'avais un peu de mal à trouver l'entrée, mais c'est vraiment très impressionnant et très joli. Voilà. Je vais toucher plusieurs points, je pense, importants pour la discussion de la journée et j'espère mettre en route un peu la conférence ici. Alors, la première chose, c'est la médecine personnalisée, c'est rien de neuf. Alors, c'est clair que si on va à un médecin avec un petit problème ou un grand problème, il fait une analyse et il le fait de manière personnalisée. Il ne fait pas par Internet ou quelque chose comme ça. Il est là, il regarde la personne, il mesure la fréquence du cœur et il fait quelques analyses et il établit une anamnèse de l'individu qu'il est en train d'analyser. Il pose aussi des questions sur des relations. Est-ce qu'il a une maladie similaire ou quelque chose dans la famille? Et avec toute cette information, il essaie d'établir quelle est la pathologie qu'il a devant soi. Et c'est clair que plus qu'on avance en âge, plus grave les présentations deviennent. Alors on peut venir avec des symptômes de ce type-là, et puis les tests qu'un médecin va demander deviennent un peu plus complexes. Alors si par exemple on vient avec douleur ici et qui ne part pas, il va commencer à faire un ultrason, il va peut-être demander une colonoscopie, il va faire peut-être des biopsies s'il a des soucis, et il va faire quelques tests sanguines. Et peut-être, s'il a un vraiment grand souci, il va demander des tests ADN. Et à partir de ça, il va établir sa diagnose. Si la diagnose est, c'est un cancer, il va regarder quel est le stage, l'état de cette présentation. Et en fonction de ça, il va proposer un traitement. Il va demander que le patient il est opéré ou qu'il y a une chimio ou une radiation. Il va proposer quelque chose. Mais ce qui est important de savoir dans tout ça, c'est que en réalité, aujourd'hui,
il prend sa décision avec très très peu d'informations. Alors c'est ce qu'on peut dire, c'est une décision qui est data poor. Il n'a pas beaucoup de points de référence. Si c'est un cancer, il n'a pas beaucoup de points de référence pour dire, voilà, c'est exactement ce traitement qui va bien marcher ou c'est cette opération ou l'opération qui est mieux que radiation. Sur l'autre côté, il a cancer qui, en réalité, sur le plan génomique, est une pathologie très, très complexe. Alors, il a un écart entre les deux. Il a une pathologie qui est très, très complexe, il y a des mesures qui sont très, très simples, et on essaie de faire la connexion entre les deux. Et ça, c'est le grand problème qui est en dessous de beaucoup de choses qu'on fait. Voilà. Je ne dois pas expliquer, il y a au monde, chaque année, à peu près 12 millions de personnes qui présentent avec un cancer. Le succès de guérir quelqu'un qui est atteint d'un cancer n'a pas changé beaucoup. Il y a beaucoup de problèmes dans le développement de nouveaux médicaments pour traiter les gens. Alors c'est un problème qui a continué. Et de plus, ce qui vient, c'est que la structure démographique de l'Europe devient favorable pour le cancer. Alors, il y a de plus en plus de personnes qui sont âgées, et plus âgé on est, plus grand est le risque de développer un cancer. Voilà. Et ça veut dire que dans le futur, il ne va pas avoir les 12 millions de cas chaque année, il va avoir plus que 12 millions chaque année. Voilà. Je voudrais ajouter à ces 4 P, qui je pense que est très très important pour moi, c'est que, OK, on peut parler de la médecine personnalisée, ça c'est rien de neuf comme j'ai dit. Alors une mesure de la tension artérielle, c'est rien de neuf, ça c'est personnalisé. On parle dans le contexte de personalized medicine aussi du right treatment for the right patient. OK, ça c'est aussi, on connaît ça. Mais ce qui est important, c'est en réalité, on devait parler de precision medicine. C'est de traiter quelqu'un avec beaucoup plus de résolution, beaucoup plus de précision. Alors c'est le 5e P que je propose ici. Voilà. Parlons, si on parle du génomique, je donne une petite introduction à ça. Voilà. On a un génome. Dans chaque cellule que vous avez des trillions de cellules. Chaque cellule a un code génétique dedans. Le code génétique, c'est à peu près 3 milliards de bases en total. 3,2 millions de lettres du type TCGA. Ce sont 4 différentes molécules chimiques qui s'enchaînent. Ils sont dans une séquence. Et le génome, avec ces 3,2 milliards de lettres, si on veut le visualiser, c'est organisé en livres. On peut dire, livre, c'est un chromosome. Et à l'intérieur, il a un texte, il a les chapitres, et il a les paragraphes, il a les mots, et comme ça. En total, les 3,2 milliards de lettres représentent 11 copies du Encyclopædia Britannica. Alors, c'est beaucoup. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est un génome, c'est un endroit qui est très, 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 très grand. Voilà. La séquençage initial du génome humain, c'était complété en 2001, et c'était un projet qui impliquait beaucoup, beaucoup d'équipes partout au monde, aux États-Unis, Angleterre, en Chine, France, Allemagne, beaucoup de différentes équipes qui ont travaillé ensemble pour faire une première séquençage du génome humain. Alors, les 3,2 milliards de bases mis en ordre pour savoir quelle est la séquence de base. OK, ça a coûté 3 milliards de dollars. Alors, c'est beaucoup d'argent. Voilà. Mais ça représentait à l'époque la séquence d'un humain, d'un individu. Et c'est clair que si on regarde dans la salle ici, il n'y a aucune personne qui est identique de présentation à moi, par exemple. Et c'est clair qu'il y a des petites différences entre les individus, et ces petites différences font
les différences de couleur des yeux, si je suis grand, si j'ai des cheveux qui sont un peu de type différent, mais aussi si j'ai certaines susceptibilités à certaines pathologies. Est-ce que j'ai une probabilité un peu élevée de développer diabète à un certain temps? Tout ça, c'est codé dans le génome, mais avec des différences qui sont très, très petites. En réalité, ces différences entre moi et Florence, entre nous deux, il a peut-être 0,1% de différence dans les nucléotides. Ce n'est pas beaucoup, mais ça fait des grandes différences en termes de présentation. Voilà. Et ce génome-là, il est utilisé comme une traduction. Alors, on peut traduire cette information pour obtenir un phénotype. Et on peut aussi dire, de manière très, très informatique, on peut dire que c'est une computation de l'individu, de la biologie. Voilà. Sur l'autre côté, alors j'ai dit au début, ça a coûté 3 milliards de dollars pour séquencer le premier génome humain. Ce qu'on a eu dans les dernières 10 années, on a eu une évolution des technologies. Et cette évolution des technologies, en 2005, a complètement changé le jeu. Alors, on est devenu beaucoup plus efficace en faire ce séquençage qu'aujourd'hui, on peut séquencer un génome humain c'est 1 million de fois moins cher que le séquençage initial. Alors aujourd'hui, on peut faire à peu près le même travail pour 3 000 €. Alors fait pour 3 000 €, ce qui a pris 10 ans et 3 milliards de dollars, on peut aujourd'hui faire pour 3 000, 4 000 €. Et on peut le faire très très rapidement, très très vite. Et si on compare ça à l'évolution des ordinateurs, le temps pour doubler la concentration de transistors sur une puce intégrée qui est dans un ordinateur, ça double normalement à un rythme de toutes les 1,5 ans. Alors ça, c'est la ligne de Moore's Law qui dit, ça c'est l'accélération d'un ordinateur, ça c'est l'accélération du potentiel et la diminution du coût pour faire le séquençage. Alors, on est complètement sur un autre niveau en termes de travail en génomique. Voilà. Et comment on fait ça en pratique? En pratique, on le fait avec des batteries d'instruments de séquençage. Alors, moi, j'opère à Barcelone, le Centre national d'analyse génomique. C'est pour toute l'Espagne et la Catalogne. Et là, on a une capacité de produire 1 térabase de séquences. Une térabase, c'est 1 avec 15 zéros derrière, toutes les 24 heures. Et ça, c'est l'équivalent de couvrir un génome humain 30 fois et de faire en total entre 9 et 10, 8 et 10 génomes complets toutes les 24 heures. Alors, c'est une accélération phénoménale. Alors, un potentiel qui est génial. Mais ce qu'il faut mettre en relation à ça, c'est si, par exemple, je veux analyser des individus ou des tumeurs, des individus qui sont atteints de cancer, je peux analyser, parce que je dois faire 2 génomes pour chaque patient, si je fais en génome entier, je peux analyser 4 à 5 patients chaque jour avec une opération de telle grandeur. Alors, c'est encore un écart qui est très, très grand si on veut le faire de grande manière. OK. Il y a certains équipements qui vont avec ça. Florence, elle a dit qu'il avait un système MiSeq TX qui existe. Nous, on a aussi un MiSeq, c'est un petit. On utilise celui-là parce qu'il peut être utilisé pour la translation au diagnostic. Et puis, ce qui est le plus important dans nos mains, c'est toute la puissance de computation. Alors, on fait tourner un ordinateur, et ce ordinateur, c'est un supercomputer. En effet, c'est 1000 ordinateurs du type que vous avez là, mais tous connectés. Alors, ils travaillent tous ensemble. On utilise seulement pour stocker les données 2,2 pétabytes de stockage. Alors, vous connaissez probablement gigabytes dans vos ordinateurs. Alors derrière, il a 1000 fois plus grand terabyte et encore 1000 fois plus grand pétabyte. De nouveau, chiffre très très grand.
Voilà. Nous, à Barcelone, on est organisé très, comme une production de biscuits ou de voitures, si vous voulez. Et on travaille avec les cliniciens qui ont une question scientifique. On reçoit les échantillons, et on les prépare dans le laboratoire, on fait le séquençage, on fait contrôle qualité, on fait des analyses primaires, secondaires, et puis on transfère les résultats d'une manière qui sont compréhensibles pour un individu. Parce que c'est clair, si on donne des milliards de points de référence, ce sont des fichiers qui sont super grands, c'est compliqué à travailler avec. On a beaucoup d'équipes en informatique. Chez nous, le CENAG à Barcelone a 55 personnes qui travaillent là. Parmi ces 55, 35 sont informaticiens. Informaticiens de différents types. Ce sont des mathématiciens, des statisticiens, des ingénieurs informatiques. Il a des bioinformaticiens, et des très, très différentes natures qui savent faire différentes choses et contribuent au total. Voilà. Florence, elle a mentionné le ICGC, International Cancer Genome Consortium. La raison pour laquelle le CENAG a été créé à Barcelone, c'était parce que les politiciens, les gens responsables de la recherche en Espagne ont réalisé que c'était un projet qui était de très grande importance et ils voulaient participer à ce projet. Mais pour participer à ce projet, ils devaient avoir la capacité d'analyser les échantillons. Et l'idée du ICGC, c'est de faire une sorte de coordination internationale. Pas que tout le monde, dans son pays, prend le cancer le plus fréquent et travaille sur celui-là, et puis la France fait cancer du sein, et l'Allemagne fait cancer du sein, et l'Angleterre fait cancer du sein, et tout le monde fait cancer du sein, et voilà. Et puis on va résoudre ce problème-là, et toutes les autres qui sont aussi d'importance ne sont pas travaillées. Alors l'idée, c'est que chaque pays travaille un type de cancer et fait une analyse plus ou moins exhaustive sur un premier plan. Et une analyse exhaustive, c'est une analyse de 500 tumeurs, 500 génomes tumoraux dans une pathologie. Voilà. Et là, on a la liste de tous les projets qui sont faits. L'Espagne travaille sur le CLL, c'est une leucémie lymphocytique chronique. Voilà. Quelle est l'expérience qu'on fait? Voilà. Alors, on prend un échantillon du tumeur et un échantillon de contrôle. Le contrôle peut être périphéral, alors peut être du sang. Si on travaille sur une tumeur solide, on prend du sang comme contrôle. Ou on peut prendre un échantillon péritumoral. Alors on prend une section qui représente la tumeur et puis quelque chose qui est à 3 cm à côté du même organe. Et on fait l'analyse sur ça. Et on fait une extraction d'ADN pour analyser le génome. On peut aussi analyser l'épigénome. Ce sont des signaux de méthylation qui se trouvent sur le génome, et l'ARN. L'ARN, c'est la partie qui est transcrite, qui est active dans ce tissu qu'on analyse. Voilà. Et puis, on fait les préparations, comme j'ai dit. On prend l'échantillon, on fait une préparation, on le met dans le séquenceur, et puis commence le travail d'analyse. Voilà. Première chose, c'est pour faire un génome humain, il faut le couvrir 30 fois. Alors, il faut couvrir 30 fois parce que les lectures qu'on fait sur le type de séquenceur qu'on a actuellement sont seulement 100 bases. Alors, on a beaucoup de petits fragments de 100 bases. Et ce qu'il faut trouver, c'est sur le génome l'endroit où est le meilleur match de cette séquence qu'on a générée en relation de la référence. Et ce qui est, du point de vue de la computation, ce qui est complexe, il faut avoir une tolérance pour petites différences entre cette lecture et la référence, parce qu'on cherche effectivement des petites différences. Alors, on veut savoir, est-ce que l'individu a un endroit donné une petite différence par rapport à son génome de référence? Voilà. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'on doit produire 100 milliards de bases de séquences,
et parce que les fragments sont sans base, c'est 1 milliard de morceaux d'informations qu'il faut trouver le meilleur endroit dans le génome. Et c'est un peu comme construire un puzzle. Il faut trouver le meilleur endroit. Voilà. Et il y a plusieurs étapes informatiques qui sont à accomplir. On a ce alignement et puis l'identification des différences par rapport à la référence. Et puis on doit joindre les données, interpréter, faire une annotation, vérifier que les résultats qu'on présente sont vraiment vrais, que ce n'est pas quelque chose de statistique qui est incorrect, et présenter une interprétation du résultat. Voilà, et ça c'est comme ça peut se présenter. Alors on a séquencé normal et la tumeur. C'est les mêmes individus. Alors, première chose, c'est, j'ai dit, nous, on a 0,1% de différence entre nous. C'est clair, chaque individu porte un grand nombre de différences par rapport à la référence. Et cette différence par rapport à la référence dans un individu caucasien, c'est normalement dans la région de 3,5 millions de différences. 3,5 millions de positions parmi les 3 milliards qui sont différents que la référence. Voilà. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est la séquence du normal, alors, disons, du sang et de la tumeur. Et on fait les deux analyses et on fait une comparaison entre les deux. Et ce qui est d'intérêt, c'est la différence entre les deux. Quelles sont les différences? Et après, on fait une annotation. Par exemple, dans cette analyse-là, j'ai un normal, une tumeur, et avec une significance que j'ai choisie, j'ai 4000 différences entre le génome normal de cet individu et le génome tumoral. Alors, il y a 4000 événements génétiques qui sont là, présents dans la tumeur, mais pas présents dans le normal. Voilà. Et on peut présenter de ce type-là. OK, la plupart des choses sont identiques, mais ce qui intéresse, c'est qui est apparu dans la tumeur et qui est disparu dans la tumeur. Ça sont les choses qui résultent dans un changement du phénotype. Voilà. La prochaine chose, c'est, OK, maintenant j'ai 4000 différences entre la tumeur et le normal. Et la chose qui est importante, c'est parmi ces 4000 différences, quelle est la plus importante? Alors, quelle est la plus importante? Alors, c'est comme chercher une aiguille dans un haystack, je ne sais pas en français. OK, voilà. Mais en réalité, c'est plutôt ça. On a beaucoup d'aiguilles et beaucoup qui pouvaient être la solution du problème. Alors, et maintenant, trouver parmi toutes les aiguilles, quelle est vraiment celle qui est de plus grande importance. Et ça, c'est vraiment compliqué à faire. Voilà. Comme je dis, en Espagne, on travaille en CLL. Et CLL, on a fait les comparaisons normales-tumeur et on a trouvé, ce qui est une observation importante, on a trouvé des mutations. On a trouvé des mutations qui sont récurrentes. Alors, plusieurs patients qui présentent le même phénotype, disons plus ou moins le même phénotype, qui présentent aussi le même type de lésions génomiques dans leur tumeur. Alors ça, c'est intéressant. Alors, il semble qu'il y a certaines lésions qui sont vraiment attribuables à la pathologie. Ça, c'est dans CLL, on a trouvé une lésion, 2 bases qui sont délétées du génome du cancer dans le gène Notch1 et ça résulte dans une activation de Notch, c'est un pathway. Et si on regarde les patients qui portent la mutation, qui sont les rouges, et ceux qui ne portent pas la mutation, on voit seulement la survie de ceux qui ont la mutation est pire que ceux qui n'ont pas la mutation. On a continué, on a identifié plus de gènes qui sont récurrents, par exemple celui-là, SF3B1. De nouveau, les individus qui sont mutés pour ce gène, ils meurent beaucoup plus vite que ceux qui ne sont pas mutés dans ce gène. Et ce qu'on trouve aussi, quand on fait beaucoup d'individus, on voit qu'il y a certains enrichissements de gènes qui sont mutés somatiquement dans les tumeurs qui tombent tous sur les mêmes pathways. Par exemple, pour CLL, on a le Toll-like receptor signaling pathway
qui portent une augmentation de gènes qui portent des mutations somatiques. Alors ça fait qu'on peut dire, voilà, pour le développement, si on veut développer un médicament pour cette pathologie, c'est là qu'il faut regarder en priorité. Voilà. Une autre chose qui est importante dans CLL, qui est impressionnant, c'est qu'il a plusieurs gènes qui sont mutés récurremment. Alors, il y a plusieurs différents patients qui ont des mutations dans le même gène. Par exemple, entre 11 et 12% qui portent des mutations dans le Notch1 gene, 9% qui ont des mutations dans le SF3B1, mais il y a beaucoup d'autres gènes qui portent des mutations. Alors, ce qui est important dans ça, il a beaucoup de gènes qui sont mutés, il a beaucoup de gènes qui sont mutés récurremment dans différents patients. Et effectivement, si on regarde ça, ça va jusqu'à... Si on étudie 100 individus, 100 patients, on trouve à peu près 70 gènes avec des mutations récurrentes. Alors, en réalité, pour analyser ça, chacun de ces 70 gènes pouvait être de grande importance pour cette pathologie. Voilà, revenons à l'exemple du cancer du côlon, alors que j'ai montré tout au début. Une chose qu'on peut faire avec un individu qui souffre d'un cancer de côlon, c'est on peut faire un test pour un gène qui est bien connu, qui confère une bonne réponse à l'utilisation de cetuximab, et on peut prendre la décision, si un individu est wild type pour KRAS, on va lui mettre sur ce médicament parce qu'il va faire mieux avec ce traitement. Par contre, si on n'a pas le test, si on prend ceux qui sont mutés et on leur donne le médicament, on n'a aucun résultat. Ça améliore pas la situation pour ce patient qui est muté en KRAS. Voilà. Et ça fait qu'on a un patient qui est traité avec un médicament qui coûte vraiment très, très cher. Et en réalité, le résultat est qu'il est beaucoup plus mal après qu'avant. Et le bénéfice est zéro de ce traitement. Et si on met ça en relation avec tous les médicaments qu'on a aujourd'hui pour traiter des cancers, on trouve qu'il a en réalité, il a 11 médicaments qui ont une lésion génomique connue qui est associable à l'utilisation de ces médicaments. En réalité, en traitement de cancer, il a 11 solutions. Alors, il a en réalité 11 tests qu'on peut faire et puis prendre des décisions sur l'utilisation de ces gènes-là. Et ça, c'est pas pour toutes les formes de cancer. Il a des médicaments qu'on peut porter d'une pathologie à une autre à partir de la même lésion. Ça, c'est faisable, mais il n'a pas vraiment beaucoup de connaissances dans ce domaine. Voilà. Et ça vient au MySeq-Tx qui était mentionné avant. Voilà. La réflexion ici, c'est qu'ils vont effectivement mettre ce système sur le marché qui a FDA approval pour utilisation. Mais ce qui est clé, c'est qu'il faut construire des panneaux de cibles pour utiliser avec la machine. Ça ne vient pas avec les panneaux cibles. Et aujourd'hui, il a effectivement que ces 11 tests. Si on regarde dans le cancer, il n'y a que ces 11 tests qu'on pouvait mettre ensemble avec cette machine. Et l'autre, et ce qui est pire que ça, c'est qu'il a effectivement, dans l'utilisation d'un type de séquenceur comme ça, il n'a pas de standard. Ce n'est pas dit, il faut couvrir la cible à 100x ou à 50x et la qualité doit être ça et ça et ça. N'existe pas. Alors, on est toujours tout au début de cette discussion. Ça, c'est de grande importance. Voilà, l'autre côté du même truc, sur le plan recherche et mutations récurrentes. Alors, j'ai montré 11 qui sont liés à un médicament. Sur le plan recherche, on est bien dans les 1000 lésions génomiques récurrentes qui sont dans les gènes. Alors, pour toutes les formes de cancer, il a au minimum 1000
gènes qui sont connus pour différents types de cancers, qui sont récurrents en mutation. Et ça, c'est la différence. Il a plus que 1000 connus ici, il est 11 tests. Alors, l'écart, il est phénoménal. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut apprendre pour le futur. Le futur, c'est vraiment comment on peut traduire toute cette information au bénéfice du patient. Et une proposition, c'est peut-être utiliser toute l'information qu'on peut capturer comme ça pour créer le patient virtuel. Par exemple, si on construit des voitures, on fait un modèle dans l'ordinateur et on fait des crash tests. On fait les crash tests en ordinateur et on le fait 100 000 fois, toujours contre le mur, et on regarde qu'est-ce qui se passe. Si on a un pilote qui pilote un avion, il passe beaucoup d'heures dans un simulateur pour apprendre voler, piloter cet avion. Bien. En médecine, on ne fait pas ça. En médecine, on prend des décisions qui sont basées sur je ne sais pas exactement, et on prend une décision. Mais il n'a pas de simulation, pas de crash test avant, pas de est-ce que ce médicament est bien toléré par la personne qui est traitée. C'est un grand problème. Et la proposition, c'est effectivement de construire un système où on fait un patient virtuel et on fait des crash tests. Alors, je mets médicament 1, 2, 3, 4, 5 et je teste. Et qu'est-ce qui passe? Et au final, j'ai un résultat qui dit, voilà, si j'utilise ce médicament-là, il va être bien toléré et il va être efficace sur les patients. Et ça, c'est le futur. Mais je pense que le futur, il n'est pas très proche. Alors, ça fait qu'effectivement, il faut populer le patient avec du data. Alors, il faut mettre beaucoup plus derrière et puis créer un avatar et puis utiliser l'avatar pour tester le traitement et puis prendre la décision à partir de ça. Techniquement, ça, c'est très, très compliqué. OK. Je ne vais pas rentrer dans cela. Il y a d'autres niveaux. Nous, on travaille pour plusieurs des projets français aussi en ICGC. Mais ce qui est important, c'est qu'il a une initiative en Angleterre de prendre tous les patients qui présentent avec un cancer. Ils disent que c'est dans l'ordre de 100 000 par an et faire une analyse génomique exhaustive, alors un whole genome sur chaque patient et mettre toutes les données ensemble avec les medical health records. Et puis, essayer d'utiliser ça pour apprendre comment fonctionnent les traitements et, par exemple, construire aussi, pour envisager d'utiliser ça pour construire ce avatar à partir de cette information. Voilà. Économie, c'était mentionné. Et pour moi, je pense que c'est l'idée de faire un projet comme ils font en Angleterre, c'est très, très bon. Mais la difficulté, c'est le suivant. La difficulté, c'est qu'ils mettent à disposition 100 millions de livres pour faire ça. Ça veut dire que c'est à peu près 1000 livres par patient. OK, on peut dire, voilà, on réactive un jour, les réactifs vont coûter très, très peu et ça va être possible. Mais ce qu'ils n'ont pas réfléchi, c'est pour aujourd'hui, si moi je fais un traitement, si moi je fais une analyse génomique sur un génome humain, ça me coûte à peu près 2000 heures de travail sur un de mes ordinateurs. Alors 2000 heures parmi les 1000 ordinateurs que j'ai qui tournent en même temps. J'ai 9 millions d'heures d'ordinateurs par an et je paye 200 000 euros en électricité pour alimenter ce ordinateur. Alors ça, c'est beaucoup d'électricité. Voilà, si on fait le calcul, ça fait par génome 45 euros en électricité. OK. L'autre chose, c'est un génome, c'est, comme je dis, c'est beaucoup d'informations. Alors je dis, c'est 11 fois Encyclopedia Britannica si on l'imprime. Si on le met sur un disque dur, c'est à peu près 500 gigas de données. Et les 500 gigas de données coûtent à peu près 150 euros pour ça. Voilà. Ça fait que pour faire un génome, on a des investissements de 250 euros seulement pour l'électricité et le stockage du résultat. Voilà. Et
si on fait le calcul avec 100 000 génomes humains, c'est 25 millions d'euros. C'est à peu près 25% du budget qu'ils ont prévu, va seulement pour l'électricité et les disques durs. Voilà, c'est un problème. Et quand j'ai dit ça à une conférence, il y a eu un grand truc Twitter, il dit non, il doit y avoir economy of scale, blablabla. Ouais, une discussion avec, comment ça s'appelle, EDF sur l'électricité et le prix. Je ne pense pas qu'ils vont bouger beaucoup. Economy of scale, je ne crois pas. Voilà. Pour terminer, je vais montrer deux initiatives. Et je pense que ces deux initiatives sont très, très pertinentes pour la discussion de comment avancer. Une, c'est ce qui s'appelle Global Alliance to Enable Responsible Sharing of Genomic and Clinical Data. Je suis sûr que Bartha va parler de ça cet après-midi. C'est une initiative pour arriver à un système pour partager les données génomiques d'une manière sécurisée. Ça, c'est une initiative qui est en train de prendre un peu de momentum. Et puis, la deuxième, c'est le Personal Genome Project. Ça, c'est une initiative qui a été lancée par George Church. Et cette initiative-là, c'est de publier l'information génomique sur l'Internet, accessible pour tout le monde, avec toutes les données médicales. Alors, c'est comme faire un open source individu et mettre cette information-là disponible et avancer avec ça l'évolution de nos systèmes. Alors, de devenir meilleur avec l'utilisation d'informations et partager et avancer pour le bien sociétal. Bien, et avec ça, je vous montre où nous, on passe nos week-ends et je vous remercie pour l'attention. C'était très intéressant de bien montrer tous les aspects qui sont posés. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Vous pouvez dire votre nom et vous présenter? Peter Brooks, Institute Sacramento. Is this on? For the collaborations in practice, for example, you had 70 recurrent genes identified in CLL. For the collaborations, to what extent do you verify the results and do further interpretation of the results, which was listed in your pipeline Yes. bioinformatics analysis? Yeah, so all of those 70 tests are verified using an alternative technique. Now, obviously, if you detect 4,000 and some of them are outside the genes, you don't go and verify all of those yet. There's no technique to do that. So that is an issue. But essentially what is reported is verified by an alternative method. Right, but in terms of interpretation and annotation and integration with other types of data? Oh, yeah. Do you do that? So you're asking about functional validation. Yes, so obviously you start at the top of the list. You start at the top and you go from the most frequent to the second, third, fourth. At the moment in CLL, they're at about the fourth or fifth gene there. So there's a hell of a lot of functional validation to continue doing. But in practice, do you do that, or that's with the collaborators? Yeah, it's the collaborator that takes it on. Yeah, Paolo Boffetta, Mount Sinai, New York. You used mainly examples of cancer in your talk, Ivo. Yes. And I think for cancer, the main issue is that the drugs we have don't work very well. Yes. And you presented the example of colon cancer where, there may be some advantage, but in most cases, all we know in terms of, mutations and genomic information allow to stratify patients, and this provides a minute increase in survival. Yes. So this seems to me the most critical aspect of personalized medicine, at least for cancer nowadays. Yeah. I mean, the genomic part is obviously exploding and works very well, but the matching treatment part doesn't seem to follow. Can you comment on that? Yeah. Okay. So there's multiple aspects. Obviously, if there's a possibility to operate and take out a tumor, that is always the very best.
There are many issues around resistance and the drug's not really targeting well enough. And that I claim most of that is because you use one lesion to sort of take a decision. You don't take the whole spectrum of lesions, and you also don't have an arsenal of corresponding drugs. So it means that there needs to be more thinking on the side of the pharmaceutical companies in terms of what drugs, what new drugs, combinations, putting things together a lot better. That's absolutely obvious. Drug treatment in cancer it's not a cure. If you treat someone with a biological, it is not that you are trying to cure the person, you are trying to stabilize the person. So, you can sort of take that out, and you can say maybe in the future a treatment will be not curing someone, but sort of maintaining someone at a certain level. So you sort of have your cocktail of drugs that you take in the morning to stabilize yourself. The same way you take a statin to sort of pull down your cholesterol, that you have your biologicals against a certain form of cancer, and you sort of hold it at bay, and you hold it at that so that you can lead a good life essentially. So I think that's. But no, I agree. I have the feeling we know this much, and there's a whole world out there, which is also what I try to transmit in sort of telling you that there are millions of lesions that are apart from the one that is looked at. David Cox from Lyon. Coming back to what Paulo just said, probably something that's interesting to look at is not only the tumor itself, but the patient that's around the tumor. Yeah. Most of these things are all very tumor-centric and don't take into consideration the genome of the person. And there's also heterogeneity that isn't mentioned much at all in all of these. So I don't know if you want to comment, or I'm sure we'll hear more about it during the day. Yeah. No, I mean, this is sort of the concept of the avatar. So to build the avatar is sort of build also the surrounding, the environment of that the tumor is sort of positioned in. And that is the idea, to really construct a whole and then use the whole to then treat. Yannick Letan, Paris. Avez-vous eu l'occasion de regarder des génomes de patients, parmi des CLL, qui ont déjà été traités? Et est-ce que le traitement influe sur le profil génomique? Oui, il y a des grands changements. Alors, c'est clair, les traitements, ce qu'on trouve souvent, c'est OK. Parce que tout c'est un peu rétrospectif. Parce qu'on a les échantillons qui ont été pris à la diagnose initiale, et puis il a une évolution, un traitement, et comme ça, et rééchantillonnage et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est souvent on voit qu'il a une mutation qui est présente, très très haute concentration dans le patient, et après on traite et on a une disparition de certains mutants, mais il y a des autres qui étaient là tout au début, qui après reprennent le relais et sont effectivement à la base de la récurrence de la pathologie. Il a je pense, je ne sais pas si c'est déjà publié, on a eu un patient qui était traité plusieurs fois et puis réanalysé plusieurs fois. On a regardé qu'est-ce qui est passé, et il a vraiment des grandes différences sur le plan génomique de une à la prochaine analyse. Une qui était très impressionnante, il avait dans un patient, il a un phénomène, une lésion qui a été décrit dans les dernières 2 années. Ça s'appelle chromothripsis. C'est un événement où un chromosome, où le génome total est vraiment fragmenté, shattered, et réassemblé. Alors c'est le même chromosome, mais il est complètement réarrangé. Voilà. Et il avait dans un CLL, il avait un qui était au début, il avait ce phénomène de chromothripsis, il était traité, et puis ce chromosome-là, qui était vraiment dans un état terrible, est disparu, est revenu comme normal. Mais ce n'était pas une réparation, c'était seulement que le clone qui a porté cette chromothripsis est décédé, et c'est des autres clones qui l'ont remplacé. Oui, je pense qu'on doit... Enfin, dernière question. En fait, ma question a été plus ou moins abordée. Jean-Luc Sane, Commission européenne.
Ma question, c'était justement sur l'hétérogénéité des tumeurs. Quand vous nous avez présenté les résultats, le patient versus la tumeur avec un certain nombre de différences, est-ce que ça comprend toute la tumeur ou simplement un échantillon? Non, ça c'est un grand problème. L'échantillonnage, c'est très très compliqué. Et il y a certains types de tumeurs qui sont vraiment très très hétérogènes dans leur lésion. Le cancer de la prostate est typique pour ça. Il a vraiment beaucoup de différents foci qui sont très très différents en nature sur le plan génomique. Les leucémies sont plutôt calmes, toutes les glandes sont plutôt identiques. Alors c'est vraiment très très différent d'un cancer à un autre. Merci beaucoup, Ivo. So I am very pleased to introduce the next speaker, Teresa Marto, who is the director of the Behavior and Health Research Unit at the University of Cambridge. She's going to present disease prediction and behavior change, 3 fallacies and a challenge. Thank you. Thank you very much. And thank you to the organizers for inviting me to this meeting. First, I would like to start with an apology for my language skills, in particular my ability to speak French, which is still at kindergarten level. So many apologies. And I'm hoping that most of you won't lose me as I go through this presentation. So what I want to do is to consider what personalized medicine can offer by way of more precise prediction that could lead to prevention of disease through motivating behavior change. And for those who might lose me on